Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à une machine Hack the Box nommée Sneaky. Il s'agit d'une machine Linux de difficulté moyenne. Cette machine est particulièrement intéressante de par l'approche qu'elle propose pour l'accès initial. Cependant, nous y reviendrons plus tard. Dans un premier temps, nous allons démarrer un nouveau terminal et commencer par un petit scan de port. Dans le cas présent, le résultat nous indique un seul port ouvert, le port 80. Nous allons donc démarrer un nouveau navigateur et insérer notre adresse IP dans la barre d'URL. Ici, le site semble être en construction et ne présente aucune fonctionnalité visible. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tenter d'énumérer d'éventuels répertoires et fichiers à l'aide de GoBuster. Dans un premier temps, nous allons localiser l'une des listes raft. Ici, nous allons sélectionner la raft Small Directories Lowercase. Par la suite, nous allons démarrer notre énumération à l'aide de la commande GoBuster en spécifiant le paramètre dir ainsi que les paramètres -u pour l'URL et -w pour notre liste de mots. Les résultats indiquent rapidement un premier répertoire disponible, ici /dev. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et modifier notre URL en ajoutant /dev. Ici, nous sommes redirigés vers une page d'authentification classique. Cependant, après avoir essayé quelques mots de passe standards, il semblerait que la solution soit l'injection SQL. Dans un premier temps, nous avons tenté une injection dans le champ utilisateur. Cependant, nous n'avons obtenu aucun résultat. Par la suite, cette même charge utile a été essayée dans le champ mot de passe avec succès. La page indique deux noms d'utilisateurs ainsi qu'un lien nommé MyKey. Nous allons donc cliquer dessus. Celui-ci nous redirige vers un fichier qui s'apparente à une clé privée SSH. Nous allons donc télécharger celle-ci à l'aide de l'outil wget. Maintenant, il va falloir utiliser un petit peu de jus de cerveau. En effet, la machine ne présente apparemment aucun port SSH d'ouvert. Si l'on regarde le premier scan Nmap, nous n'avons qu'un port 80 d'accessible. Cependant, il ne faut pas oublier que par défaut, Nmap ne scanne que les 1000 ports TCP les plus connus. Alors qu'en est-il des ports UDP? Eh bien c'est tout simple, il va falloir modifier notre commande Nmap et activer le switch -SU afin d'activer le scan UDP. On va également activer le switch -top ports afin de scanner seulement les 10 ports les plus connus. Le résultat nous montre le service SNMP ouvert sur le port UDP 161 et celui-ci fait usage de la chaîne communautaire publique par défaut. Nous allons donc faire usage de l'outil SNMP Walk en indiquant la version de SNMP, ici la version 1, ainsi que la chaîne communautaire, ici publique. Ici, l'outil va tenter d'énumérer tous les OID présents sur la machine et nous fournir des informations sur celle-ci. On peut notamment constater au début de l'énumération le nom de la machine ainsi que la version du noyau. Cependant, ce que l'on recherche actuellement est à vrai dire une adresse IPv6. En effet, la petite astuce derrière cette machine est que le service SSH n'écoute pas sur les adresses IPv4, mais sur les adresses IPv6. Cette information est stockée dans l'OID que vous voyez à l'écran. Cependant, l'adresse IPv6 est encodée en décimale et nous allons avoir besoin de l'encoder en hexadécimal. Nous allons donc copier cette valeur, puis nous allons reformater celle-ci à l'aide de la commande sed. Ici, nous allons remplacer les points par des doubles points. Enfin, nous allons retourner sur notre navigateur et rechercher l'outil CyberChef. Une fois l'outil chargé, nous allons sélectionner deux opérations, from decimal, puis to hexadecimal ou to hex. Nous allons par la suite modifier les delimiters par colon dans les deux cas et coller notre valeur. Le résultat de l'opération nous montre notre adresse IPv6 en hexadécimal. Cependant, celle-ci n'est pas vraiment formatée correctement.
En effet, celle-ci est normalement formatée de 8 groupes de 2 octets et non pas de 16 groupes de 1 octet. Mais nous allons corriger cela plus tard. De retour sur notre terminal, nous allons d'abord attribuer les bons droits à notre clé privée. Puis nous allons insérer la commande SSH suivie de la clé privée, suivie du nom d'utilisateur Thrasivoulos, puis de notre adresse IPv6. Nous allons également rapidement la reformater comme il se doit. Malheureusement, on se heurte à un petit problème de compatibilité entre le client et le serveur SSH. Ici, nous allons rapidement modifier notre configuration avec pubkey accepted key types, sans la typo. Une fois notre accès initial obtenu, nous allons pouvoir obtenir la valeur du flag user en utilisant la commande cat user.txt. Maintenant, il va falloir élever nos privilèges. Pour ce faire, nous allons faire usage de l'outil linpiz afin d'analyser la machine et de détecter d'éventuels problèmes de configuration nous permettant d'élever nos privilèges à ceux de root. Dans le cas présent, nous allons utiliser SCP afin de téléverser linpiz sur la machine. Cependant, il est à noter que pour utiliser SCP avec IPv6, il va falloir spécifier le flag -6. Une fois linpiz téléversé, nous allons pouvoir retourner sur la machine et rendre le script exécutable. Par la suite, nous pouvons exécuter celui-ci et attendre les résultats. Une fois l'analyse complétée, on peut remarquer un binaire SUID à l'intérieur du répertoire user/local/bin. En effet, celui-ci pourrait nous permettre d'élever nos privilèges sur la machine. Cependant, si l'on exécute celui-ci, on peut constater une erreur de segmentation. Il est donc très probable que ce challenge implique l'exploitation d'une corruption mémoire. Nous allons donc rapidement analyser le binaire à l'aide de GDB. Aussi, pour ceux qui comme moi préfèrent la syntaxe Intel, nous allons spécifier la commande setDisassemblyFlavor Intel. Par la suite, nous allons pouvoir désassembler la fonction main à l'aide de disassmain. Ici, un espace mémoire est alloué sur la pile. Celui-ci sera utilisé pour stocker le paramètre passé à l'exécutable grâce à la fonction stringCopy. Si notre paramètre dépasse la taille de l'espace alloué, nous allons corrompre la pile, incluant l'adresse de retour. Dans le cas présent, la valeur allouée est de 170 en hexadécimal. Pour convertir cela en décimal, nous allons exécuter la commande p/d suivie de la valeur hexadécimale. Dans le cas présent, il nous faudra approximativement 368 octets afin d'écraser l'adresse de retour. Afin de valider notre hypothèse, nous allons écrire une rapide preuve de concept. Nous allons donc écrire 368A dans notre buffer, suivi de 4B. Si tout se déroule correctement, on devrait voir 442 dans EIP. Ici, c'est plutôt mauvais signe. On voit des 41, c'est-à-dire la lettre A. Le buffer est peut-être un peu trop gros. Nous allons donc modifier notre preuve de concept et modifier 368 avec 364. Ici, il nous manque encore 2 octets. Nous allons donc réduire à 362. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nous avons bien remplacé EIP avec 4B. À partir de là, il serait très simple de remplacer nos A par un shellcode. Cependant, il va nous falloir une adresse de retour pour remplacer nos 4B. Nous allons donc faire un x/256x$ESP afin d'afficher le contenu de la pile. Ici, si l'on regarde de plus près, on peut constater le début de notre buffer de A. Si l'on remplace les A par des NOP, on pourrait faire ce que l'on appelle un opsled et ajouter notre shellcode à la suite. Nous allons donc sélectionner une adresse en début de buffer qui servira d'adresse de retour vers notre opsled. Afin d'exploiter cette vulnérabilité, nous avons besoin d'un shellcode. Nous allons donc faire usage de la commande searchsploit suivie de l'expression execve entre parenthèses /bin/sh. Ici, je vais sélectionner le shellcode xorencoder/decoder. Puis nous allons ouvrir ce shellcode à l'aide de la commande locate suivie du nom du fichier avec un pipe xargs-cat. Par la suite, nous allons copier les 45 octets du shellcode,
et retourner sur notre terminal précédent. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à développer notre preuve de concept. Pour commencer, nous allons spécifier le chemin du binaire vulnérable. Enfin, à l'aide de Python, nous allons spécifier 317 nope. Pourquoi 317? Tout simplement car on va faire l'opération 362 de buffer moins les 45 octets de shellcode, c'est-à-dire 317. Puis nous allons spécifier notre shellcode. Enfin, on va spécifier notre adresse de retour. Ici, nous avons choisi BFFFF7B0. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un système Intel, donc Little Endian. Il faut donc écrire cette valeur à l'envers. Si tout se déroule correctement, on devrait obtenir un root shell. Une fois notre shell obtenu, on peut maintenant aller lire le flag root disponible dans /root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire.